Bonjour, vidéo T004F, toujours sur le relais, système relais flex 6000, 6008 essentiellement. Voilà, donc on a vu les objectifs, donc PQ, PQS, et trucs comme ça, et puis ceux qui ne sont pas PQ. Il y a, rapidement, il y a une différence entre la baïonnette PQ et la baïonnette PQS, entre la baïonnette PQ-PQS d'un côté et la baïonnette qui n'est pas PQS. C'est que la baïonnette PQ-PQS utilise la masse, ce qui n'était pas le cas de la baïonnette précédente. Et donc du coup, cela va jouer au niveau des accessoires type bague à longe, qui, dans la gamme PQ-PQS, ont besoin d'avoir la continuité de courant entre la baïonnette avant et la baïonnette arrière. Et donc, pour les bagues à longe, je ne sais pas comment reconnaître une bague à longe PQS d'une PQ-PQS d'une pas PQ-PQS. Voilà. Parce que j'en ai deux modèles. Et s'il y a continuité de courant, l'ancien modèle est PQS. Et PQ-PQS. Voilà. Or, c'est tout métallique. Donc, il suffit de gratter un peu la ferraille, le pas de vis, pour que ça passe de la baïonnette à la vis, de la vis au châssis métallique, du châssis métallique à la vis et à la baïonnette. Vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Donc il y avait autrefois Dixit Gérard Métro, que je ne mets absolument pas en doute, mais c'est Gérard Métro qui me l'a dit, donc c'est pas inventé, quoi, ce que je veux dire. Il y avait des kits de jonction pour joindre électriquement parlant la baïonnette avant de la baïonnette arrière et faire la continuité électrique pour transformer des baïonnettes, des bagues à longe de SLX en bagues à longe de PQ-PQS. Alors, les bagues à longe ont réussi à bricoler ça sans trop de problème. Le doubleur, je ne l'ai pas, mais le doubleur peut être tentant en se disant ah, bah, je vais acheter un doubleur, c'est moins cher qu'un objectif, des choses comme ça. Le doubleur relais flex, je ne sais pas les reconnaître. Donc, c'est pour ça que j'en ai jamais acheté. Parce que je ne sais pas les reconnaître. Et je me vois mal démonter un doubleur, parce que bon, il y a quand même une histoire de calage optique, des choses comme ça. C'est pas une bague à longe. Voilà. Donc j'ai été changé de pile, voilà. Et donc du coup j'ai été charger les accus que j'avais mis en charge. Et voilà. Donc sur un 6008, qui n'a pas de film, quand vous mettez un accu et que vous déclenchez, ça avance pas. Voilà. En fait, ça fait le même bruit que quand il y a un film dedans, sauf que alors excusez-moi que je dise pas de conneries. Alors celui-là c'est un pro, donc il cause pas, mais très certainement que l'intégrale dit autre chose. Alors hop, tac, hop, hop, voilà, on met ça là, on récupère l'accu, voilà, on récupère le bazar. Donc, et lui, quand j'étais, oui, ouais, bon, on s'en fout. Hop, on le met sur on, voilà, hop. Alors déjà, donc ça c'est l'intégrale 2, déjà il m'engueule parce que j'ai pas ouvert le volet. Mais l'autre aussi, il l'aurait engueulé. Enfin, il n'aurait pas déclenché. Et alors, je vais mettre en tac, hop, voilà, pouf. Et c'est pareil.
il avance pas. Il avance pas, mais il m'engueule pas non plus. Donc il n'a pas détecté que le boîtier était, que le dos était vide. Si on met dessus, donc ça c'est le dos que j'ai chargé avec le papier, mais que j'ai pas avancé. Tac. Ici il fonctionne bien, voilà. Quand je vais appuyer la première fois, ah ouais, pardon. Voilà, il avance jusqu'à la première vue. Et puis voilà, il avance jusqu'à la première vue. Voilà. Et puis après, ça déclenche normalement. Bon, alors ça fait un petit joli bruit de moulin à café. Mais bon, voilà. On survit très bien à ça. Je veux dire, c'est pas... qu'est-ce que je fais Je vais voir si... Ah ouais, d'accord. Bon, ça va être la chiette. Bon, je vais faire une coupure. Je vais faire une coupure. Et donc celui-là, et ben quand il n'est pas chargé, c'est pareil. Lui, donc tac, voilà, il bobine. Et puis il me dit erreur 3, et donc vous avez erreur 3, ça veut dire que le boîtier n'est pas chargé. Voilà, c'est tout ce que ça veut dire. Voilà. Et voilà. Bon. Ceci était pour conclure sur le 6008. Alors quand je dis, alors donc voilà quoi. Alors qu'est-ce qu'il faut quand on veut acheter un 6008 d'occasion? À quoi il faut faire attention? Bah, l'état de la cassette du dos. Hein, déjà qu'il y a une cassette dans le dos. Enfin, c'est encore jamais arrivé qu'on me vende un dos sans cassette. Mais bon, ça m'est arrivé qu'on me vende un dos avec une cassette qui était un peu fatiguée, dirons-nous. Voilà. Alors bon, on trouve des cassettes seules, voilà, c'est relativement cher. Moi je prends des SLX ou des 6008, donc j'ai expliqué SLX, il y a l'espèce de triangle sur le côté, 6008 il y a l'espèce de bobine sur le côté. Ça se fonctionne bien, vous voyez, quand je disais, tiens, cassette, vous voyez, cassette, on peut glisser un papier et puis on le voit derrière dans la fenêtre, voilà. Les accus, bon, bah, c'est... Là, ils sont encore... bon, j'en ai plusieurs, donc je les recharge la veille de faire ma sortie photo, et puis ça tient la sortie photo. Pour l'instant, ça tient la sortie photo, donc c'est pour ça que je m'inquiète pas plus que ça. Mais bon, quand ça va vraiment commencer à m'énerver, je vais me racheter un kit sur eBay, et puis je vais faire mon changement d'accu, parce que je l'ai déjà fait, donc je sais le faire. Voilà. Après ça, ça c'est sur off. Voilà. Donc il y a le mode rafale, mais c'est comme le 500 ELM. Hein. C'est de la rafale pour dire qu'on fait de la rafale, qu'on fait une image et demie par seconde et encore. Par contre, avec un accessoire, on peut faire jusqu'à 10 superpositions par seconde. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, voilà. C'est entre guillemets, c'est une capacité offerte par le boîtier, mais il faut un accessoire pour le faire. Il faut le module de commande, et ainsi de suite. Donc on a deux types de chargeurs au moins. Donc il y a le chargeur G. Alors le chargeur G, c'est comme la porcelaine, hein, tout ça c'est écrit dessus. Il y a le chargeur G, donc c'est deuxième ligne, là, sous relais qu'il faut lire, voilà. Et puis on a le chargeur N. Le chargeur N, voilà. Le chargeur N, N pour nouveau, et G pour je sais pas quoi. On s'en fout. Donc il y en a un qui est moderne et puis l'autre c'est pas le même poids. Il y a un bon vieux transformateur dedans. Celui-là aussi je crois. Mais bon, les deux peuvent être branchés en... les deux peuvent être branchés sur un allume-cigare, mais bon,
C'est 14 heures hein, pour recharger le bazar, donc 14 heures. Sur la voiture, vous faites du kilométrage, quoi. Voilà. C'est pas immédiat. Dans le cadre des accus NiMH, donc les accus NiMH ont une capacité 3 fois supérieure. Je repose mes trucs. Ont une capacité 3 fois supérieure aux accus normaux. Et donc, du coup, quand il a fini, et donc le chargeur. Donc c'est un chargeur rapide, hein, ça charge en 1 heure ou un truc comme ça. Sauf quand il est sur la prise 12 volts. Hein. C'est un chargeur rapide. Donc ça charge pas en 14 heures, ça charge en 1 heure. Et donc vous le débranchez, vous attendez que ça refroidisse un peu, et puis vous le rebranchez, vous faites ça 3 fois de suite et vous réussissez à charger la capacité du NiMH sans problème. Voilà. Bon, bah, comme tous les accus, ça s'entretient. Si on les oublie trop longtemps et qu'on les fait faire des charges trop profondes, eh ben, on ne réussit pas à réobtenir le mode de fonctionnement avant, même pour le NiMH qui est censé ne pas avoir de mémoire, comme le nickel-cadmium. Enfin voilà. Bon. Du point de vue des filtres, les filtres Rolleiflex a une baïonnette spécifique, hein, qui est la B6. Alors, le Rolleiflex 6008 et le Rolleiflex SL 66 utilisent la même baïonnette qui est la B6. Les Rolleiflex biobjectifs utilisent des baïonnettes 1, 2, 3, 1, 2, 3 et 4, ou 5, je ne sais plus. Donc, baïonnette 1, baïonnette 2, ce sont pour les différentes générations d'objectifs ouverts à 3,5. Baïonnette 3, c'est pour les objectifs qui ouvrent à 2,8, objectifs de prise de vue. Et la baïonnette 4 ou 5, ça doit être pour le Rolleiflex biobjectif télé et le relais biobjectif wide, qui sont deux versions, l'un avec un 135 mm, l'autre avec un 55 mm, toujours objectif fixe, hein, non interchangeable. Et voilà, donc ce sont des baïonnettes et il n'y a aucun souci de confusion. On ne peut pas confondre un filtre baïonnette Hasselblad d'un filtre baïonnette Rolleiflex. Ça n'est pas intercompatible, ce ne sont pas les mêmes diamètres. Ça joue à rien, ça joue à 1,5 mm par-ci, 1/4 de millimètre par-là, mais c'est pas compatible. Voilà, ça a toujours été un peu la guéguerre. Gentille guéguerre entre Hasselblad et Rolleiflex du temps de Victor Hasselblad. Voilà, puis il y a une photo célèbre où ils se sont rencontrés pour la première fois. Alors, je ne sais plus si c'était en Argentine ou un truc comme ça, sur un terrain neutre. Et donc il y a le père Hasselblad avec son Hasselblad, et puis il y a le père Friedrich. Je ne sais plus comment il s'appelle là. Je ne sais plus si c'est un de la famille Franck ou un de la famille Edek, là, avec son Rolleiflex. Alors c'est marrant parce que celui qui a le gros appareil est tout maigre et celui qui a le petit appareil est tout gros. C'est très drôle. Enfin bon, qu'est-ce qu'on rigole. Et voilà. Donc du coup, par contre, il y a une baïonnette qui est commune, c'est la B104. Qui est utilisé par Zeiss et par Zeiss sur le Distagon 4 de 40 de Hasselblad, mais qui est aussi utilisé par Schneider et par Zeiss aussi sur le 110 ouvert à 2, le 50 ouvert à 2.8, le 90 ouvert à 4 et le 182.8. Voilà. Donc au moins ça c'est pas mal. Et alors, oui tiens, pendant que j'y pense, non mais c'est pas dans ce sac là, il va falloir que j'aille le chercher.
Les objectifs qui sont en B104, c'est une baïonnette externe pour le pare-soleil, et chez Rolleiflex, on a le filetage intérieur 95, ce qui n'est pas le cas de chez Hasselblad, où la baïonnette B104 est aussi une baïonnette extérieure, ça, il n'y a pas de souci, mais il y avait des filtres en B104, donc qui utilisaient la baïonnette extérieure pour le Distagon 4 de 40. Et comme c'est le seul objectif qui a utilisé ça, après ils ont eu le diamètre 93, donc, qui est un filtre de série, donc lisse, sans filetage, sans rien, à utiliser dans les pare-soleils, et ainsi de suite, mais qui ne s'utilise pas directement sur l'objectif Distagon 4 de 40, celui qui est en forme de trompette. Et voilà. Alors, une chose à savoir, c'est que le pare-soleil du 182.8 relève est en fait fabriqué par Heliopan. Enfin, je pense que c'est fabriqué par Heliopan. Et en fait, c'est une bague d'adaptation B104 pour un filetage de 105 mm. Et donc du coup, le pare-soleil se démonte avec un pare-soleil de 105 mm et un filetage de 105 mm. Et donc du coup, pour ceux qui auraient un Distagon 4 de 40 Hasselblad et qui se diraient, les filtres Hasselblad, d'abord il faut les trouver, c'est pas évident, hein, c'est pas évident à trouver, moi j'en cherche... quand j'en ai cherché, j'en ai pas trouvé, et finalement je me suis rabattu sur la solution de prendre une bague de filetage de pare-soleil et puis monter des filtres en 105 mm. Sinon, les objectifs Rolleiflex qui utilisent la baïonnette B104 ont aussi un filetage de diamètre 95 cette fois-ci. 95. Voilà. Alors moi qui étais tout content d'avoir trouvé ma série de filtres et de bagues adaptatrices en diamètre 82, puis après j'ai acheté des objectifs en diamètre 95. C'est pour ça que je me suis dit, je ne vais pas me faire avoir deux fois, parce que le diamètre 105 est un diamètre aussi très courant pour certains objectifs de chambre et choses comme ça, donc je me suis dit, je vais acheter des filtres en diamètre 105 avec la bague, un truc comme ça. Sachant qu'au-delà de 105, il n'y a pas réellement de diamètre très très stable. Il y a le diamètre 122, 120, 122, pardon, qu'on va trouver sur des 308 et des choses comme ça. Bon, je ne vais pas acheter un polarisant en diamètre 122 ou monter un système en diamètre 122 pour une optique. Voilà. Sinon, les pare-soleils, c'est le même principe. Il y a un pare-soleil qui fait de 80 à 250 pour tout ce qui est en B6. Hein. Et puis après, il y a plein de pare-soleils spécifiques pour quasiment chacune des optiques parce que l'universel ne fonctionne pas très très longtemps. Voilà. Donc j'avais pensé amener les viseurs prismes et choses comme ça, mais finalement comme c'est quelque chose que j'utilise pas, je les ai mais je les utilise pas, donc je ne vais pas vous en conseiller, je ne vais pas vous montrer. C'est gros, c'est lourd, c'est fragile. Finalement ça n'a pas d'intérêt. Le viseur, alors oui, le viseur quand même, parce que j'ai quand même cassé du sucre sur le dos du viseur Hasselblad, et que je vous montre comment c'est un vrai viseur, quoi, vous voyez ce que je veux dire, sur un vrai appareil, pas une saloperie fait n'importe comment. Alors, on va mettre ça comme ça, voilà. Donc, si je vous le présente comme ça, et que j'essaie d'orienter correctement, on va... Ouais, finalement, c'est pas mal ça. Ouais, d'accord. Je regarde où il fait la mise au point. Voilà. Donc, eh bien, on s'aperçoit que le viseur est beaucoup plus large que le dépoli. Ce qui n'est pas le cas de la Hasselblad. Voilà. Et si je vous l'allume, alors c'est lequel celui-là? C'est l'intégrale. Voilà. Hop. Et si je vous l'allume, voilà, on peut, alors je ne sais pas si ça va passer, mais
voilà, on doit avoir des diodes rouges au fond, au niveau du haut du truc. Ouais, si on voit des diodes rouges, voilà. Donc il y a un affichage à diode rouge. Ça, c'est la grosse différence entre jusqu'à l'intégrale et à partir de l'intégrale 2 jusqu'au I6. Jusqu'à l'intégrale, on a des diodes rouges, des diodes segmentées rouges, du plus bel effet. Et à partir de l'intégrale 2, on a un affichage LCD, rétroéclairé vert. Alors on n'aime pas, choses comme ça, voilà. Donc on a affichage de la vitesse du diaphragme, on a affichage d'une balance, hein, donc avec une diode verte au milieu, et puis on a 3 diodes à gauche, 3 diodes à droite, pour dire que si on est surex ou sous-exposé, et ainsi de suite. Voilà. Il y a d'autres affichages, mais qui apparaissent à des moments donnés, je me souviens plus. Voilà. Lisez le mode d'emploi. Lisez le mode d'emploi. Et comme c'est il y a un petit bouton quand on alors c'est marrant, il y a un petit bouton sur le côté, et quand on appuie sur le petit bouton, pouf, ça inverse l'affichage. Parce que c'est le prisme qui appuie là-dessus, et donc comme le prisme redresse l'image, puisque l'image là elle est inversée droite-gauche, donc du coup, voilà. Donc là, voilà, on a le viseur, le verre de visée, le truc sans le viseur. Et en fait, le viseur est quand même beaucoup plus large, et ce qui fait que à bout de bras et des trucs comme ça, on n'a aucun souci, et avec la loupe refermée, on n'a aucun souci pour voir le viseur, pour voir les indications du verre de visée. Là, je suis à bout de bras, j'étends au maximum mon truc, et je vois le bas de l'image et le sommet de l'affichage, je vois tout. Alors qu'avec l'Hasselblad, je vois pas, avec le 203, je vois pas du tout l'affichage si la loupe est rangée. Je suis obligé de déplier la loupe pour mettre mon œil au bazar et voir mon indication de pose-mètre. C'est un peu chiant. La mesure reste bonne, qui est la loupe ou qui n'est pas la loupe. Il y a une cellule à l'intérieur qui compense la lumière qui vient par le haut, par rapport à la lumière mesurée sur l'objectif. Voilà. Donc ça, c'est utilisable sans arrière-pensée, sans souci, sans rien, et sans se poser de questions ou quoi que ce soit. Voilà, on a un bouton de mémorisation d'exposition au niveau du pouce, là, tac, tac. Alors, bon, le design du 6008 a été fait pour être utilisé avec la poignée, mais moi, c'est très souvent que je l'utilise sans la poignée, ou que je vire la poignée, ou choses comme ça, voilà. Après, je la remonte dessus, parce que ça évite de les chercher partout. La sangle peut être enlevée, et on peut enlever la sangle avec les crochets, hein. C'est pas la sangle qu'on... Il y a des petits trous, on appuie sur le bouton, on enlève la sangle, on la remet, on la reclipse, et ainsi de suite. Les sangles Hasselblad et les sangles Rolleiflex n'utilisent pas les mêmes champignons, donc ne sont pas interchangeables. Il faut une sangle Rolleiflex sur un Rolleiflex, une sangle Hasselblad sur un Hasselblad. Voilà. On a un test de profondeur de champ pour faire fermer le diaphragme, voilà, pouf, pouf. C'est électrique, on appuie sur le bouton, ça se ferme, ça se rouvre. On a le relevage du miroir. Après on déclenche. Alors, donc le relevage du miroir ferme l'obturateur. Ça va pas être évident à le faire voir là, et puis après, ferme. Alors là, le boîtier est vide, il lame, et puis il me dit, oui, erreur 3, oui, ça je vous l'ai déjà dit, il me dit erreur 3, pour m'engueuler, pour me dire il n'y a pas de film. Ça se referme d'un clip, comme ça. C'est pas à plier les trucs, voilà, c'est pas étriqué, choses comme ça. Parce que le viseur Hasselblad pliant, avec sa fin, alors ils sont rangés là-bas, je ne vais pas les ressortir, mais la forme que l'on a sur le dessus servait autrefois à ranger toute la loupe de visée. Et quand ils ont fait des loupes de visée qui cachaient tout le puits de façon à éviter d'avoir des entrées de lumière, des choses comme ça, ce qui est un peu plus agréable à utiliser, et bien ils auraient dû redessiner
la forme du dessus, mais ils n'ont pas voulu redessiner la forme du dessus. Donc du coup, ça prend plus de place, et du coup, ça prend carrément de la place dans le champ visé. Voilà, l'Hasselblad, quand vous le tenez à la ceinture, si la loupe est rabattue et rangée, il vous manque 2 mm en haut, avec le dernier viseur, avec le viseur qui se déplie comme ça, qui se déplie avec le même principe de fermeture et d'ouverture. Voilà. C'est pour ça, ils sont vite dépêchés de copier sans réellement anticiper le truc et faire les choses bien comme il faut. Voilà, donc ça va conclure la vidéo. Alors donc oui, moi ce que j'aime bien avec ça, c'est que comme on a la prise flash sur le côté, alors la prise flash qui était Hello Flash SCA avec un adaptateur spécifique de chez Relais. Hein. Donc moi ce que j'aime bien, c'est que quand vous êtes comme ça, vous pouvez viser de l'œil droit, faire votre mise au point et surveiller en même temps votre niveau à bulle qui est de ce côté-là avec l'œil gauche. Et donc du coup, ça permet de faire des photos bien plus facilement à l'horizontale et bien cadrées qu'avec la Hasselblad. La Hasselblad, sur le série 500, je peux mettre le niveau à bulle. Sur le 203, il n'y a pas de rail. Il n'y a pas de rail. Alors qu'ils ont rajouté un rail sur le 201. Voilà. Le 201, il a un rail porte-accessoire sur lequel on peut mettre un niveau à bulle. Et sur le 203, que dalle. Voilà. Et c'est un peu dommage parce que une vue 6.6 qui est un peu bancale, c'est pas beau. Voilà. Donc ceci va conclure la vidéo sur le 6008 et la vidéo suivante va être sur le i6. Voilà. Sur ce, soyez éco pour essayer de comprendre, optimiser, faites des images. Au revoir.